Donc alors c'est le grand écart puisque on va passer de l'urgence virologique avec tout le caractère très fortement émotionnel qu'il y a eu autour de cet essai et de la nécessité de trouver des médicaments pour guérir les patients et en particulier les patients les plus atteints. Donc on va passer de cette urgence virologique à une situation complètement différente qui est celle de la prise en charge des patients psychiatriques, qui est d'un certain aspect un peu une tâche aveugle, et ça a été dit au début de l'épidémie. Cette épidémie a posé plein de problèmes, et puis il y a eu des tâches aveugles, il y a eu les prisons, les SDF, les migrants, et puis les patients psychiatriques. Et donc, de là, l'idée que le comité d'organisation a demandé de présenter ce topo sur l'impact de l'épidémie sur la prise en charge des patients psychiatriques. Et j'ai rajouté, et du devenir, c'est-à-dire l'impact de l'épidémie sur le devenir des patients psychiatriques. Alors, premier point, il n'y a pas de données, bien sûr. D'abord, on n'a jamais eu de confinement de cette dimension dans l'histoire à l'échelon de pays, même de la planète. Et donc, dans le topo du premier séminaire, on avait parlé des effets psychologiques du confinement. Donc, il y a quelques articles, mais des articles sur le devenir des patients psychiatriques, j'en ai pas trouvé. Et donc, ce que je vous propose là, c'est d'essayer de voir comment on peut penser un questionnement scientifique à propos d'une question qui n'a jamais été abordée scientifiquement. Donc là, la situation est la suivante. Tout d'un coup arrive une épidémie, et puis tous les soignants doivent s'adapter à cette épidémie, passer en téléconsultation, etc. Et quel impact ça peut avoir sur des patients psychiatriques. Alors, ce qui s'est passé au tout début, c'est une prise de position des collègues psychiatres pour adultes universitaires qui ont publié des articles en disant c'est un scandale, on a oublié les patients psychiatriques, on a oublié que les gestes barrières, quand on est un patient schizophrène, ça peut être compliqué, et donc on met en danger les autres patients qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, et on met en danger aussi les soignants, et personne n'a pensé à ça. Alors, d'accord, c'est une première situation qui mériterait d'être étudiée. Néanmoins, il faut toujours faire attention, c'est que les collègues qui écrivent ces articles sont souvent des collègues universitaires qui écrivent des articles aussi pour défendre leur discipline. Et donc, ce qui est complètement légitime, mais qui, pour un scientifique, du coup, peut amener à ce que la parole qui est portée dans ces articles soit biaisée, puisque, en fait, l'article n'est pas à vocation scientifique, il est à vocation politique. D'autant plus qu'on a eu au même moment des points de vue différents. Sur des forums de discussion alterpsychiatrique, la liste de diffusion Stop DSM, qui est une liste de diffusion de psychiatres psychanalystes et de psychanalystes non psychiatres, qui commençait à dire en début d'épidémie, oui, mais finalement, le fait qu'il y ait un confinement, nous, dans notre pratique clinique, on a l'impression que les patients, finalement, ils vont pas. Et là, pour le chercheur que je suis, tout de suite, la situation est intéressante parce qu'on a des points de vue divergents. On a d'un côté des professionnels universitaires qui disent il y a un scandale de santé publique, on nous oublie, il se passe quelque chose de dramatique dans les hôpitaux psychiatriques et dans nos services, et de l'autre côté, des listes de discussion où des collègues disent oui, mais moi ce que je vois avec mes patients, c'est que ça va plus. Alors, comment faire pour avancer et pour essayer d'affiner le questionnement qu'on pourrait avoir autour de ça? J'ai décidé d'interroger des collègues psychiatres pour adultes qui ne sont pas universitaires, qui sont des collègues expérimentés, qui ont chacun des pratiques différentes pour essayer de voir comment ils ont vécu cette situation, comment leurs patients ont vécu cette situation, et pour essayer de voir si des phénomènes, des éléments émergent qui seraient susceptibles de dégager sur des projets de recherche. Alors j'ai d'abord interrogé Marie-Cécile, je ne donne pas son nom de famille
pour pas la gêner, et il est possible d'ailleurs qu'elle nous écoute en ce moment. Donc Marie-Cécile, elle est chef de pôle dans un hôpital psychiatrique, un grand hôpital psychiatrique en province assez proche, à Clermont-Doise, en province assez proche de Paris. Et elle s'occupe de patients schizophrènes essentiellement, particulièrement sévères. Alors, ce qu'elle m'a dit d'abord, c'est que, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, pour ces patients très sévères, en fait, l'adaptation à l'épidémie a été assez simple. Et en fait, dans son pôle, elle est habituée à gérer les situations de crise du fait de la sévérité de ses patients. Et ça, c'était un problème en plus. Et ce problème en plus n'était pas tellement plus important, plus grave, plus difficile à gérer que les autres. Alors oui, il y a des difficultés à apprendre les gestes barrières à des patients délirants, mais en fait, il y a des difficultés à apprendre tout un tas de choses aux patients délirants. Et dans ces hôpitaux, on a ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique, de la remédiation cognitive, où on apprend régulièrement aux patients à aller à la poste, à faire la queue, à s'adresser à la postière pour essayer au postier, pour essayer de récupérer des papiers. Et tout ça, pour un patient psychotique, c'est difficile. Et donc, on a des séances pour leur apprendre ça. Et il a suffi de remplacer ces séances par des séances à l'éducation aux gestes barrières. Et finalement, en fait, pour un patient schizophrène, aller à la poste ou les gestes barrières ou mettre un masque, finalement, c'est pas si difficile que ça. Alors, bien sûr, il y a eu ce qui s'est passé dans la plupart des services hospitaliers, c'est-à-dire on bascule les consultations en téléconsultation et on réduit les hospitalisations en présentiel aux patients les plus sévères. Alors, la téléconsultation, c'est facile à dire, c'est peut-être moins facile à faire, surtout quand on est en province ou dans un hôpital psychiatrique où, par exemple, dans la plupart des ordinateurs, il n'y a pas de webcam. Et qu'il y a des zones blanches et que les patients, pour beaucoup, n'ont pas d'ordinateur. Eh bien, on a utilisé le téléphone et puis, en particulier, les collègues ont appelé très régulièrement les patients qui étaient à domicile et qui étaient les plus apragmatiques parce que c'est un symptôme de la schizophrénie. On peut devenir apragmatique, c'est-à-dire rester chez soi, ne rien faire. Et dans le cadre d'un confinement, on va encore plus rien faire que d'habitude. De là, la nécessité d'appeler régulièrement ces patients. Et la conclusion de tout ça, ça a été que finalement, en fait, pour les patients, au niveau de leur vécu, ça n'a pas changé grand-chose. Comme me disait Marie-Cécile, en fait, leur vie est tellement plus compliquée que la nôtre que si c'est un peu plus compliqué, finalement, c'est pas grand-chose. Et avec des réactions de patients assez touchantes, des patients qui disent, tiens, pour une fois, les autres ont la même vie que moi. Pour une fois, il arrive un problème et ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive à tout le monde. Ou d'autres patients qui disaient, vous savez, c'est bizarre, moi cette épidémie, j'en ai rien à faire. Mais les gens, ils ont l'air préoccupés par ça. Et en fait, ça sonne juste, c'est-à-dire qu'en fait, pour ces patients, l'épidémie, en fait, elle est invisible. On dit qu'il faut des gestes barrières, mais où se passe le problème? Effectivement, le problème se passe en réanimation et eux, ils ne le voient pas. Et puis, une dernière remarque extrêmement pertinente de Marie-Cécile qui me dit, oui, c'est plus gênant de prendre 3 neuroleptiques que de porter un masque. Et ça, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que ces patients ont une vie effectivement difficile et que tout ce qui fait en plus à cause de l'épidémie, finalement, c'est pas grand-chose. Alors, mais ça, c'est la vision des patients les plus sévères dans des hôpitaux psychiatriques. Après, j'ai interrogé Jean-Michel, qui est psychiatre, qui a une activité libérale et de psychothérapeute en particulier de thérapie psychanalytique. Et ce qu'il m'a dit d'emblée, c'est que, en fait, pour ces patients borderline qui suivaient, alors un patient borderline, pour vous donner une idée, c'était Marilyn Monroe, elle était borderline, ou dans les films, Anakin Skywalker, il est borderline, vous voyez, il a une enfance difficile, et puis après, ça se passe bien ou mal dans sa vie, sa vie est compliquée. En fait, il m'a dit, pour ces patients borderline, c'est ça qu'ils attendaient. En fait, ils se sentent agressés par le monde en général. Quand ils sont dans le monde, ils se sentent pas bien, ils se sentent pas en phase. Ils sont agressifs parce qu'ils sont pas en phase avec le monde, ou ils se sentent coupables de ne pas être en phase avec le monde. Et puis là, en fait, c'est le monde qui est pas en phase avec lui-même. Donc du coup, finalement, il y a un soulagement. Tout le monde est logé à la même enseigne, banco. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en fait, l'épidémie a été une façon d'ouvrir un espace thérapeutique. L'épidémie a obligé les patients à réfléchir sur eux-mêmes, sur leur fonctionnement, à avoir plus de modalités introspectives.
Et ça, je l'ai remarqué même au niveau des collègues qui ne sont pas des patients. Le fait d'être confiné, le fait qu'il y ait une rupture dans l'existence, fait que beaucoup ont une réflexion sur le même et redéfinissent les priorités dans leur vie. Ben, ça nous est arrivé à nous et ça arrive aux patients. Et ça a conduit à ce que Jean-Michel appelle une réduction du blocage sur l'expression affective. C'est-à-dire que souvent, dans les entretiens, ben, on n'a pas forcément envie de parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, ça va arriver spontanément du fait de l'épidémie. Un autre effet qui a pu être positif du confinement, c'est le rapprochement familial. Souvent, les patients psychiatriques dans leur famille sont un peu à l'écart. Et là, le fait qu'on est obligé de vivre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ensemble, ça rapproche les gens. Et vous savez que dans les familles, on s'est mis tout d'un coup à jouer à des jeux de société, à écouter de la musique ensemble, etc. Et le patient était de ce fait plus inclus dans sa famille. Alors la question du cadre que j'ai abordé et que je vais aborder après, c'est-à-dire le cadre, c'est comment on fait l'entretien. Les psychiatres ont des rituels d'entretien, la salle d'attente, on salue, on serre la main ou pas, on invite le patient, il y a un bureau, on est derrière le bureau, le patient est assis sur une chaise, etc. Et ce cadre est un élément essentiel de la réalisation de l'entretien. Et là, forcément, avec les téléconsultations, le cadre change. Et pour Jean-Michel, lui, en fait, il a déjà l'habitude de travailler dans des cadres très différents. Et pour lui, que ce soit par téléphone, par Skype, finalement, il s'est relativement bien adapté et il trouve que ses patients se sont bien adaptés à ça aussi. Alors j'ai interrogé Anne, qui est aussi une psychiatre libérale, mais qui est plutôt d'orientation cognitivo-comportementale. Et elle m'a dit, elle aussi, que pour ces patients qui sont suivis régulièrement, en fait, au début, ils ont globalement bien réagi. Que par exemple, les patients phobiques qui ont peur de sortir, les patients autistes qui ont peur d'interagir avec les gens, comme ils sont confinés, en fait, finalement, pour eux, il y a un certain soulagement. Ils sont plus obligés d'être confrontés à la source de leur anxiété. Pour les patients dépressifs, elle m'a dit, ils considéraient que tout le monde connaissait ce qu'ils vivaient. C'est que nous avons tous été à minima un peu affectés et subdépressifs. Les patients dépressifs, ils se sont rendus compte qu'en fait, toute la population vivait à minima ce qu'eux, ils vivaient. Et du coup, finalement, c'était une forme de soulagement. Autre forme de soulagement, c'est que dans notre vie, et ça c'est propre à nos sociétés, on a besoin sans arrêt d'être des battants, des gagnants, on a besoin de montrer qu'on est fort à notre travail, dans le groupe. Et là, comme on est confiné, il y a besoin de faire ça. Et pour un patient dépressif, c'est très difficile par définition de montrer qu'il est fort parce qu'il est fatigué, il n'arrive pas à faire les choses, il est coupable de se sentir qu'il n'arrive pas à faire les choses. Et donc, il n'a plus à faire cet effort supplémentaire à montrer que c'est un gagnant. Alors ça, ça a été le bon côté, mais Anne me dit que depuis une dizaine de jours, finalement, ça devient difficile. Que les patients ont une perte de confiance, une perte de lien social du fait du confinement et de la rupture des relations qu'ils avaient avec leurs collègues, avec leurs proches qui ne peuvent plus voir, et une perte de sens. Mais là, j'ai envie de dire, en fait, c'est pas limité aux patients psychiatriques. J'ai l'impression que je vois ça beaucoup autour de moi, cette perte de confiance, de perte de lien social, perte de sens, et elle touche un peu tout le monde en ce moment. Et Anne me dit aussi que ces problèmes, si les patients vont bien, oui, mais quand même pour ceux qui sont seuls ou qui ont des enfants en bas âge, c'est assez difficile. Alors la question du cadre, là je vais revenir parce que c'est important, c'est-à-dire faire des consultations par Zoom, par Skype, par téléphone, est-ce que ça change quelque chose? Alors, 2 mots sur ce que c'est une consultation de psychiatrie. C'est un entretien. Et on fait tout ça dans la vie, on parle avec des gens. Donc, vous pourriez dire que en fait, c'est quelque chose d'assez banal. Oui, c'est un entretien comme dans la vie, mais c'est un entretien intime. C'est un peu comme ce qui se passe quand vous êtes avec votre conjoint et que vous lui dites, bon, mais écoute, aujourd'hui, il faut qu'on parle parce qu'on a des problèmes à régler. Bon, c'est quelque chose de fort. Et vous imaginez que si vous le faites par téléphone, par Skype ou en face à face, cet entretien fort, ça ne va pas avoir le même impact. Alors, ce que me dit Anne, c'est que, et je trouve ça complètement vrai, c'est que les entretiens par Zoom ou par Skype, ça fatigue plus le thérapeute. Notamment, on ne peut plus se servir du silence. Comme ce que je suis en train de faire là. Oui, je parle sans arrêt. Pourquoi? Parce que si je m'arrête de parler, comme je ne vous vois pas, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Donc, je meuble sans arrêt. Et c'est exactement ce qui se passe dans les entretiens psychiatriques par Skype.
on est obligé de se raconter plein de choses. Alors ça a du bon, c'est-à-dire du coup, les patients vont raconter plein de choses sur leurs symptômes. C'est très informatif. Mais on va peut-être moins en profondeur, c'est que le silence permet par moment de faire passer une information infraverbale que le thérapeute va pouvoir reprendre pour essayer d'aller un peu dans l'intimité du sujet. On a moins de facilité à rentrer dans l'intimité dans un entretien par Skype. D'autant plus qu'il y a la question du regard. C'est que, en fait, vous avez remarqué, c'est que si je regarde mon interlocuteur sur l'écran, je ne regarde pas la caméra et donc on ne se voit pas dans les yeux. Or, pouvoir se regarder dans les yeux dans la relation duale, c'est extrêmement important. Et donc, on est vraiment là dans une situation différente où ce sont des images qui communiquent les unes avec les autres. On est un peu dans la matrice. Et donc, ça marche. Il y a un transfert d'informations, mais l'intimité, la force de la communication est amoindrie. Et c'est un peu la même chose pour la parole. C'est une parole qui vient d'un haut-parleur. C'est pas une parole qui vient de la bouche et des mots qui se forment avec la bouche. Et la parole thérapeutique est moins forte à travers l'image que dans une relation duale, mais ça a un avantage aussi, c'est que ça protège un peu le thérapeute et ça protège le patient, et donc le patient peut se mettre plus facilement dans la relation paradoxalement. Alors une autre question, c'est le masque. On va être amené à avoir des consultations avec le masque, et là, on va pouvoir se voir, mais on ne va pas pouvoir voir la bouche. Or, voir la bouche, c'est quelque chose en fait d'extraordinairement important et vous pouvez d'ailleurs le voir quand vous parlez et que vous ne voyez pas ce que disent les gens, ben, en fait, on adhère moins à ce que dit la personne. Et puis en plus, alors bien sûr, pour les patients, vous savez peut-être que les patients autistes regardent beaucoup plus la bouche que le regard. Donc pour eux, un entretien avec quelqu'un de masqué, ça va être problématique. Et puis autre point qu'elle m'a dit, que je trouve très pertinent, c'est que quand on parle avec quelqu'un qui est masqué, ben on voit plus que le masque. On voit plus le visage de l'individu. On est complètement focalisé par ce truc bizarre qui est le masque. Et du coup, on est moins dans la relation. Alors peut-être que ça va changer, peut-être qu'on va s'habituer, hein, mais pour l'instant, c'est problématique. Et d'ailleurs, le syndicat des psychiatres libéraux a proposé en discussion le fait de mettre une vitre sur le bureau pour que le psychiatre et son patient puissent parler en se voyant et en voyant la bouche, mais en étant protégés par une vitre. Voilà. Alors, ça, c'était la psychiatrie pour adultes. Un petit mot de la psychiatrie pour enfants, et puis même il aurait fallu que je parle de la psychiatrie de la périnatalité, de la gérontopsychiatrie, de la psychiatrie en prison, de l'addictologie. Tout ça, ce sont des cas particuliers, mais bien sûr, on ne va pas avoir le temps. Alors, en pédopsychiatrie, ben, globalement, il s'est passé la même chose, téléconsultation, etc. Avec des différences, c'est que nos patients sont jeunes et ont des familles et que les parents de nos patients sont assez jeunes. Et donc là, on n'a pas eu de problème tellement technologique, c'est-à-dire la quasi-totalité de nos familles ont un ordinateur ou un smartphone et donc on peut faire des téléconsultations. Alors après, oui, c'est vrai, on a réussi à garder un lien thérapeutique et on a constaté effectivement, comme les psychiatres pour adultes, que beaucoup de nos patients n'allaient pas plus mal, contrairement à ce que l'on pensait. On pensait que les patients autistes potentiellement assez sévères, qui étaient obligés de quitter leur hôpital de jour et qui étaient confinés, ça allait être très difficile parce qu'en plus un patient autiste, il a besoin pour eux, la régularité est quelque chose de très important. Et donc, la rupture du rythme maison, hôpital de jour pouvait être une source de décompensation. Ça a pu être le cas, mais pas forcément, parce qu'en fait, la réalité, c'est la régularité de ce que perçoit le patient. Et ce que perçoit le patient, en fait, c'est jamais forcément évident. Donc, première constatation, nos patients hyperactifs confinés, on pouvait imaginer que ça allait être la catastrophe. Ça a pu l'être, mais la plupart d'entre eux, en fait, finalement, ça s'est pas mal passé, du moins au début. Pourquoi? Eh bien, parce que nos patients, qu'ils soient autistes ou hyperactifs, pour eux, la vie à l'école est quelque chose d'extrêmement difficile, parce que leur différence fait qu'ils sont relativement ingérables en milieu scolaire, où il faut que tout le monde soit assis, tout le monde est pareil et tout le monde doit écouter. Et donc, ils se font rappeler à l'ordre en permanence par les enseignants. Dans la cour de récréation, ça se passe mal. Donc, les parents d'élèves vous les regardent de travers quand leurs parents viennent les trouver, etc. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus de pression de l'école.
Et donc, globalement, c'est un soulagement et ça peut expliquer que certains ont été mieux. Mais de notre côté, on en a effectivement qui ont décompensé. On en a eu en consultation, on a été obligé de rapprocher les séances de téléconsultation, voire même d'augmenter les posologies des médicaments. Et donc là, vous voyez, en termes de recherche, ça devient aussi intéressant, c'est que le fait que certains patients vont mieux, certains patients vont moins bien, eh bien, ça suscite une interrogation que l'on peut étudier scientifiquement et on a déposé au CESP en collaboration avec l'équipe de Toulouse, l'équipe de Catherine Arnaud et de Jean-Philippe Prénaud, un projet d'étude qualitative auprès des enfants et adolescents autistes et hyperactifs et de leurs familles pour essayer de voir comment ils ont vécu le confinement, comment ils vont vivre le déconfinement et comment, à terme, dans 3 ou 4 mois, comment ça se passera. C'est le projet CLIECO. On a prévu d'inclure 40 patients. C'est beaucoup plus modeste que l'étude Discovery et on aura vraisemblablement plus de chances d'arriver au bout. Alors, qu'est-ce qui a changé au niveau des prises en charge de la téléconsultation en pédopsychiatrie par rapport à la psychiatrie adulte? Alors, premier point, c'est que pour les familles, c'est extraordinairement pratique. Ils claquent les doigts et ils ont directement accès à leur psychiatre, alors que sinon, parfois, ils ont 80 km à faire pour aller à l'hôpital voir leur psychiatre et il y a une liste d'attente colossalement importante. Et donc, pour eux, en fait, il y a eu un grand soulagement de pouvoir avoir la consultation chez eux. Autre point, on est chez eux. D'habitude, ils viennent nous voir et là, quelque part, on va chez eux, donc ils nous accueillent, on les voit sur leur canapé et ça change la relation médecin-malade. Autre point aussi, on voit beaucoup les papas. Alors, on voit de plus en plus les papas dans les consultations, mais là, on les voit systématiquement puisqu'ils sont à la maison. Donc, on voit la famille, on voit le papa, la mère et l'enfant, et donc ça nous permet de réengager une discussion thérapeutique avec l'ensemble de la famille. Alors, on retrouve tout ce qu'on a dit avec les téléconsultations chez l'adulte. On se dit des choses, ça marche. On est moins dans l'émotion parce qu'il y a un écran. On arrive moins à cadrer l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant hyperactif en consultation, en le voyant, en lui parlant, on arrive à le cadrer. À travers un écran, c'est tout simplement impossible. Ils vont à droite et à gauche, mais c'est pas bien grave. Voilà, alors j'en arrive à la conclusion, puisque mon temps de parole est bientôt fini. Qu'est-ce qu'on peut, si on prend du recul par rapport à ce qui se passe auprès des patients psychiatriques, d'abord on est dans une situation quasi expérimentale. Et il faut s'en servir quelque part. Quasi expérimentale, c'est-à-dire qu'il y a eu une rupture brutale des modalités thérapeutiques. Puisque nos modalités thérapeutiques en psychiatrie reposent sur des médicaments que les patients peuvent continuer à prendre, bien sûr, mais reposent aussi et beaucoup sur du non médicamenteux. Et là, le non médicamenteux, qui est du relationnel, a beaucoup changé. Donc, on est dans une situation quasi expérimentale de modification thérapeutique. Et donc, il faut, avec une adaptation des soignants et des patients, adaptation à la téléconsultation, adaptation des patients et des familles qui trouvent de nouvelles ressources thérapeutiques. On voit par exemple des parents de patients qui se regroupent sous forme d'associations et qui échangent entre eux des astuces pour gérer leurs enfants en confinement. On voit des parents qui se regroupent par classe, classe de CE2 de leur enfant pour essayer de faire les devoirs ensemble. Et donc, et il est possible, on voit d'ailleurs ce type de changement de ressources thérapeutiques est fait beaucoup dans les pays où il y a moins accès à un système de soins. On voit que les familles s'adaptent pour trouver de nouvelles ressources thérapeutiques. Et donc, bien sûr, la question qui va se poser, c'est est-ce que ces changements de ressources thérapeutiques, est-ce que finalement ça ne va pas être susceptible de nous faire penser des changements dans le système de soins qu'on avait l'habitude d'utiliser avant? Et comment penser ça scientifiquement? Si on devait faire des études, moi personnellement, je pense que les études à faire devraient en premier lieu plus porter sur les soignants que sur les patients. Parce que vous avez vu l'hétérogénéité, la complexité des phénomènes que l'on a observés.
Si on fait une étude, on va suivre des cohortes de patients psychiatriques, on ne va sûrement pas trouver grand-chose du fait d'hétérogénéité et de la complexité. Donc, dans un premier lieu, moi, j'interrogerai les soignants pour essayer de voir vraiment, de leur point de vue, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et puis, dans un second temps, à terme, et je pense que de le faire à terme, ça ne sera pas problématique, d'essayer de voir ce qui a vraiment changé. Ce qui a vraiment changé, et d'essayer de voir si certaines adaptations thérapeutiques, certaines nouvelles ressources thérapeutiques sont potentiellement utiles ou pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, on a le temps pour quelques questions. Il y a André qui dit, y a-t-il des problèmes de respect de l'intimité durant la téléconsultation? C'est très vrai. C'est une très bonne question. Je devais en parler. Alors, tous les pédopsychiatres n'ont pas la même façon de faire des consultations. En ce qui me concerne, je vois toujours des familles, mais par moment, je demande à voir l'enfant ou l'adolescent seul. Et les parents partent en salle d'attente. Et donc, il y a une distance entre les parents et l'enfant. Et là, en téléconsultation, en fait, ça ne marche pas pareil. C'est que si je dis, maintenant, je vais lui parler seul, je ne sais pas où vont être les parents. Et le patient ne le sait pas non plus. Et si ça se trouve, ils écoutent derrière la porte. En tout cas, le risque est là. Et donc, en fait, oui, il y a un problème d'intimité durant la téléconsultation qui n'est pas majeur, mais qui existe. Alors, Mégane, l'enfant est-il seul durant la téléconsultation où la présence des parents est demandée? Alors, en général, en pédopsychiatrie, comme je le disais, on est avec toute la famille parce que c'est comme ça qu'en fait on est le plus thérapeutique, mais effectivement, par moment, on aurait besoin d'être seul avec l'enfant et là, c'est plus difficile. Muriel qui dit problème des téléconsultations chez les enfants et la présence des parents. C'est la même question, c'est effectivement une question importante. Alors, je dirais elle est plus importante pour les adolescents. Mais pour les adolescents, on peut s'arranger pour faire la consultation dans leur chambre. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé. La question ne s'est pas posée. Mais si elle se posait, je pense que ça serait faisable. Savez-vous si la psychanalyse souffre moins de la téléconsultation, le patient et le praticien ne se regardant pas en face à face de toute façon? Alors, c'est une très bonne question. Et il y a eu des collègues psychanalystes sur la liste de Stop DSM qui ont parlé de ça. Et ils sont partagés. Il y en a qui disent qu'ils arrivent à faire des séances à distance et que ça ne pose pas de problème pour la raison que dit Vincent. Mais il y en a qui disent qu'ils ont besoin du corps. C'est-à-dire, j'ai besoin de savoir que le corps de l'autre est là. Et ça a à voir possiblement avec la notion de transfert et de contre-transfert. Hein, c'est une hypothèse. Pour que le transfert puisse se faire, c'est-à-dire qu'il y ait une identification de l'analyste à une figure parent, pour le dire très vite, eh bien, il est possible qu'il y ait la nécessité que le corps du psychanalyste soit à côté, au moins dans notre imaginaire. Voilà. En tout cas, c'est une bonne question et là, c'est débattu parmi les psychanalystes. Bon, eh bien, on va s'arrêter là.